Oh. Bonne année, bonne santé évidemment, salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et on se retrouve pour la fameuse petite vidéo bilan de l'année. Qu'est-ce qui se passe mon cher Thomas? Tu as perdu ton chapeau tellement tu fais la fête et tu es festif. C'est ça exactement, bonne année Thibaut, bonne année Merci à tous. beaucoup. On a décidé de revenir sur une petite rétrospective finalement de cette année 2017 en vous parlant des films qu'on a préférés et aussi des films qu'on a moins préférés sous forme d'un petit classement. Bon, c'est ce qu'on appelle un top flop. Ouais, exact, tout à fait exact. Donc écoutez, sans plus attendre, c'est parti pour notre top 10 de nos films préférés de cette année 2017. Wouhou, ambiance. Et donc à la 10e place de mon classement, mon cher Thomas, je m'en excuse déjà par avance parce que voilà, on est qu'à la 10e place, j'ai déjà grugé, j'ai mis 2 ex-aequo. Ah mec, t'abuses, on avait dit pas d'ex-aequo cette année, c'est un top 10, pas un putain de top 25. Ah bah écoute, c'est comme ça, j'ai pas pu les départager, donc ça veut dire qu'il y a 2 films à la 10e place, je vais pas m'emmerder. Voilà, donc à la 10e place, j'ai décidé de mettre Les Derniers Parisiens de Amé et Ekwe, du groupe de rap La Rumeur, ainsi que Tunnel de Kim Song-hoon, donc 2 films que j'ai beaucoup appréciés cette année. Pour le premier, j'ai vraiment aimé cette authenticité qui se dégageait de ce film-là. Ça se déroule à 2 pas de chez moi, en plus à Pigalle, donc c'est un quartier que je connais plutôt bien, ma foi. Bah oui. Non, alors pas du tout pour la raison, tu crois, j'habite vraiment à côté. Ouais, je sais. En fait, en tout cas, on sent vraiment que les 2 réalisateurs ne font pas semblant dans cette histoire-là, ils connaissent vraiment les coins dans lesquels ils tournent. Alors je conçois bien que l'histoire n'est pas exceptionnelle, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans un cinéma français qui se compose en grande partie de comédie ou de drame, avec des persos qui vivent dans des 120 mètres carrés avec vue sur la Tour Eiffel. Et puis il y a le charisme de Reda Kateb, qui est un acteur que j'adore, qui est peut-être même le meilleur acteur actuellement, je trouve, avec un autre comédien dont je parlerai un petit peu plus tard et qui a vraiment été pour moi la révélation de l'année 2017. Et puis donc mon deuxième film, Tunnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il arrive à mettre à mal les blockbusters américains. Alors le concept est très simple, c'est un homme qui se retrouve enseveli dans sa voiture sous un tunnel, mais l'histoire est hyper intéressante parce qu'elle est vraiment mêlée de critiques de la société sud-coréenne, à la fois des politiques et des médias, et le film est vraiment au-delà de son concept, et on a toujours ce traitement qui est aussi entre le drame et l'humour comme les Sud-Coréens savent si bien le faire. C'est un film qui malheureusement avait passé un petit peu entre les mailles du filet avec toutes les sorties hebdomadaires, et je trouve ça un peu dommage, mais ça nous prouve une fois de plus que les bons gros blockbusters ne sont plus uniquement trustés par les Américains, mais que les Sud-Coréens sont toujours bel et bien là. Et à la 10e place de mon classement, on retrouve un ex-aequo aussi. Pardon? Oui, un ex-aequo, 2 films. 2 films ex-aequo? Mais c'est bizarre, je croyais qu'on n'avait pas le droit d'en faire. J'ai pas réussi à les départager en fait. D'accord, ouais, ta gueule. Bon, donc ce sera donc, pour ma part, Split à ex-aequo avec Logan. Donc Split de Mike Shyamalan. Il était vraiment temps de retrouver Night Shyamalan à ce niveau-là. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas pondu un film aussi bon. Oui, c'est vrai. On le retrouve dans ce qu'il sait faire dans du fantastique de haute volée. Moi, j'ai vraiment apprécié, même si le film n'est pas parfait, notamment à cause d'un scénario qui manque un peu de développement, faut bien l'avouer, et qu'il est largement redevable à l'incroyable performance de James McAvoy, que moi j'ai trouvé tout simplement bluffant dans l'interprétation de ses multiples personnages. Voilà. Oui, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis moi, j'attends quand même cette espèce de Night Shyamalan Universe qui va mêler les films comme Incassable, là où ça va se retrouver. Ouais, je suis un peu plus sceptique parce que bon, celui-là est bon et c'est déjà une bonne chose. Et donc à égalité avec Logan de James Mangold, enfin un bon film sur ce personnage de Wolverine, qui est un personnage que j'adore personnellement et qui avait été plus que maltraité par le passé sur grand écran, malgré l'incroyable performance de Hugh Jackman. C'est vrai que les spin-offs étaient pas fou quand même. Hugh Jackman incarne super bien le personnage, mais il n'avait jamais eu droit à un très bon traitement. Et le film-là est inspiré de ce comics que j'adore aussi, qui est Wolverine Old Man Logan. C'est vraiment super bien. Ça reprend pas l'histoire, ça reprend simplement l'ambiance avec un scénario original, mais qui a le mérite de respecter les personnages qu'on aime et de porter un vrai propos avec beaucoup de violence, un film très sombre, mais c'est pas inutile, c'est pas gratuit et franchement c'est une excellente adresse. Bon allez, je valide les 2 ex-aequo. Et donc à la 9e place de mon classement, mon cher Thomas, j'ai décidé de mettre 120 battements par minute de Robin Campillo, ou Campillo, je ne sais pas comment on prononce ça. C'est un des gros films français de cette année qui a eu un énorme écho à Cannes, et pour cause, parce que ça traite d'un sujet qui est très rarement abordé dans le cinéma français. Je parlais des séropositifs et surtout la manière dont la société les voit, et surtout les politiques. Là, ça se passe dans les années 90 en tout cas. Mais c'est très bien réalisé, c'est sans voyeurisme excessif ni complaisance, mais il y a surtout un casting impeccable sur lequel repose tout le film. On a Adèle Haenel, Arnaud Valois, mais surtout la grosse révélation de cette année 2017, qui est Nahuel Pérez Biscayar, cet acteur franco-argentin qu'on a pu retrouver dans Au revoir là-haut de Dupontel, et qui est pour moi l'acteur vraiment qui a explosé cette année. Il est
très très juste, il provoque énormément d'émotions chez le spectateur. Pour moi, c'est un acteur qui risque d'être très très présent sur les écrans français ces prochaines années parce qu'il le mérite vraiment. Je plus sois. Et donc à la 9ème place de mon classement personnel, on retrouve Tunnel de Kim Song-hoon. Copieur. Ouais, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il est bien le film. Ouais, il est bien, c'est vrai. Donc puisque tu en as déjà si bien parlé auparavant, je ne vais pas m'étendre trop largement sur le film. Juste vous dire que moi aussi j'ai adoré ce film catastrophe qui est bien loin des standards assez bouseux de Roland Emmerich. Hein. Le réalisateur nous offre une vision assez réaliste de cet effondrement de tunnel. Ce qui n'empêche pas d'y glisser une petite pointe de cynisme, une petite pointe d'humour par-ci par-là, c'est très efficace. Et on retrouve également cet excellent acteur qui est Ah Jung-woo, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais moi je l'avais déjà adoré l'année dernière dans Mademoiselle de Park Chan-wook. Donc bref, c'est un excellent film, ils sont trop forts ces Sud-Coréens, ils sont trop forts. C'est vrai, je valide. Ils sont trop forts. Et donc mon cher Thomas, au numéro 8 de mon classement, on va continuer tranquillement sur les films sud-coréens, puisque j'ai décidé de mettre Okja de Bong Joon-ho. Hein. Très très bonne idée. Voilà, le film du réalisateur de The Host, hein, qui est sorti cette année uniquement sur la plateforme de Netflix, alors qui n'est pas sorti au cinéma. On va pas revenir sur cette polémique stérile, savoir est-ce que c'est un vrai film parce qu'il n'est pas sorti au ciné, ou est-ce que c'est un faux film parce qu'il est sorti que sur... Enfin bon, bref, on s'en fout, ça n'en reste pas moins un excellent divertissement qui flingue les médias, l'industrie agroalimentaire, le tout sous couvert d'une fable écologique à la Miyazaki. Bong Joon-ho ne fait que confirmer son talent dans cette relation d'amitié entre une jeune fille et son animal de compagnie, avec des scènes d'action millimétrées qui restent déjà gravées dans les mémoires de cinéphiles. Bref, c'est un excellent divertissement et Netflix commence très très sérieusement à faire de l'ombre aux plus grosses majors américaines. Ouais, si c'est pour nous pondre des petits chefs-d'œuvre de ce calibre, franchement, moi je suis plus que d'accord. Voilà, quand même. Et à la 8ème place de mon classement, Thibaut, on retrouve un ex-aequo. Oh putain! Promis, on a dit qu'on n'avait pas le droit de faire des ex-aequo, hein, tu t'en souviens? Oui. Donc j'ai décidé d'attribuer cette 8ème place à Coco, ex-aequo avec Le Grand Méchant Renard et autres contes. Voilà, j'adore les films d'animation, hein, et maintenant que j'ai des enfants, j'ai même plus besoin de prétexte pour aller les voir au Cinoche. Et cette année, on a été particulièrement gâtés. J'ai pas réussi à départager de ces deux films lequel était mon préféré. Pourtant, ils sont très différents, puisque d'un côté, on a une grosse production Disney-Pixar avec une technique de très haut niveau, mais qui nous offre très grand spectacle, et en même temps une histoire très touchante, une bande-son particulièrement entraînante, et cet univers de El Dia de los Muertos qui quand même mérite largement d'être découvert. Et de l'autre, on a une production française, certes un peu plus modeste, hein, parce que c'est adapté d'une bande dessinée de Benjamin Renner, avec lui-même à la réalisation aux côtés de Patrick Imbert. Il y a moins de moyens, c'est vrai. Malgré tout, les graphismes façon aquarelle sont tout simplement magnifiques. C'est drôlissime, c'est tendre. Bref, c'est génial. Allez-y si vous ne l'avez pas vu. C'est une excellente adresse là encore. Et en plus, je connais le doubleur principal du renard. Alors, mais comment il se la pète? Il se la pète le mec. Salut Guillaume. À la 7ème place de mon classement, on retrouve donc Grave de Julia Ducournau. Alors c'est vrai que c'est l'un des films français qui a fait le plus parler de lui en ce début d'année, mais putain ça fait du bien de voir des trucs comme ça. Un film de genre, même si j'aime pas trop cette expression de film de genre, qui est réussi et de surcroît réalisé par une femme, avec une femme dans le premier rôle. Moi je trouve ça super cool. Enfin, le cinéma français essaye de sortir de sa zone de confort. Et merci d'avoir produit ça. Non, messieurs les producteurs, les spectateurs français ne sont pas uniquement dévots prêts à se gaver d'un énième film de super-héros ou d'une comédie lourdingue. C'est un film maîtrisé, peut-être un peu trop clinique par moment, mais qui fait du bien quand il s'agit de secouer le spectateur. Bon, ok, je te l'accorde, c'est pas à mettre devant tous les yeux. Non, surtout si vous êtes vegan, c'est pas... Ouais, c'est pas faux. Mais enfin, un film gore hein, qui a l'audace d'aller au-delà de sa forme et de proposer quelque chose de très très intéressant sur le fond. Ben moi, je trouve ça super cool et j'attends, comme tu l'entends bien, de pied ferme, le prochain film de Julia Ducournau. Tu sais, pour l'anecdote, que j'ai failli être dans la même promo qu'elle à la Fémis. On était dans la même salle au concours. Ouais, c'est cool, sauf qu'elle, elle l'a eu. Ouais. J'attribue ma 7ème place au film Patient de Fabien Marceau, que vous connaissez évidemment beaucoup mieux sous son pseudonyme de Grand Corps Malade, qui adapte donc à l'écran son propre livre, qui raconte sa propre histoire, ou tout du moins son long séjour en centre de rééducation. On découvre donc avec lui finalement le monde du handicap, et pour un premier film d'un mec qui est même pas un cinéaste, franchement c'est une grosse claque pour moi. C'est un film qui est évidemment émouvant, mais qui est pas larmoyant, c'est même plutôt drôle par moments. On découvre avec lui que dans le monde du handicap, l'humour existe, et ça c'est vraiment super. C'est un vrai feel-good movie, on ressort de ce film grandi, ou du moins on a l'impression de ressortir de ce film grandi, et surtout en se sentant terriblement bien, et ça c'est vraiment super. Écoute, pour la petite anecdote, j'ai des amis qui habitent dans le même immeuble que Grand Corps Malade. Et bah dis donc, elles sont drôlement intéressantes tes anecdotes aujourd'hui, Thibaut. C'est super cool, j'ai plein de choses à dire. C'est cool.
Et donc à la 6ème place de mon classement, j'ai décidé de mettre, et là Thomas, tu m'as un petit peu devancé, Patient de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, puisque c'est une co-réalisation. T'avais oublié de le dire. Tu as oublié de le dire, non mais voilà. C'est le 2e film de mon classement qui est réalisé par un musicien. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose, il faut voir un signe ou pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. C'est un film sur lequel j'avais zéro attente. Et j'ai été vraiment ultra surpris, j'ai trouvé ça frais, c'est sincère, sans mièvrerie, on sent vraiment que les situations sont du vécu et on reconnaît bien la patte de Grand Corps Malade dans l'écriture des personnages et des dialogues. Le handicap n'est pas vu seulement comme quelque chose de négatif, on ose en rire sans en faire des tonnes, j'ai même les larmes qui sont montées à la fin du film, c'est pour te dire. Et puis voilà, le film se clôt sur cette chanson de For My People de Cool Chain, qui est une chanson que j'adore. Donc voilà, pour moi c'était le combo ultime et c'est vraiment l'un des meilleurs films français de cette année, sans aucune hésitation. Je citerai aussi la chanson du générique, Espoir adapté de Grand Corps Malade, justement, aussi une petite perle. J'approuve aussi. À la 6ème place de mon classement, on retrouve 1 minute 54, un film québécois réalisé par Ian England. D'abord, je voudrais remercier Clément Ribert, qui est un de nos followers Facebook, qui en début d'année nous a conseillé ce film, et j'avoue que sans son conseil, je serais passé à côté, ça aurait été vraiment dommage. J'ai lu le conseil de Clément, j'ai pas encore vu le film, mais ça ne saurait tarder en tout cas. Écoute, tu devrais te rattraper parce que c'est vraiment un excellent film qui nous parle du harcèlement scolaire, un sujet finalement assez peu abordé au cinéma, avec un déroulement, il faut le dire, finalement assez classique, bien qu'efficace, mais ce qui m'a vraiment laissé sur le cul, moi, c'est la dernière partie du film. Je ne vais pas vous spoiler, ce serait vraiment gâcher l'intérêt du film, mais sachez que c'est juste un peu brutal. C'est pas du tout le déroulement auquel on s'attend, et ça nous laisse vraiment sidérés face au générique de fin dans lequel on est complètement hagard et qui déroule sans musique, sans voix, sans rien. Voilà, c'est vraiment une petite pépite qui mériterait à mon avis d'être diffusée dans les écoles françaises. Ça changerait peut-être un petit peu les mentalités, ça ferait pas de mal parce que c'est un sujet assez grave et qui fait beaucoup de mal. Voilà. À la 5ème place de mon classement, 2 films ex-aequo, mon cher Thomas. T'arrêtes après. C'est le dernier, je te le promets. J'ai décidé de mettre donc ex-aequo Wind River de Taylor Sheridan et Coco de Leon Critch. Je dirais même ex-aequo pour la bonne blague. Non, c'est nul. Non, je sais, c'est de la merde, je suis vraiment désolé. Donc Wind River, c'est réalisé par le scénariste de Sicario et de Comancheria, donc ça devrait plutôt te plaire, toi qui l'as pas vu. Ça devrait. Voilà, c'est le petit polar américain sorti de nulle part avec des acteurs des Avengers dedans, en l'occurrence Elizabeth Olsen et Jeremy Renner. On suit une enquête au sein d'une réserve amérindienne et c'est assez rare pour être souligné. Et là, encore une fois, on sent une vraie authenticité dans le traitement des personnages et du milieu dans lequel ils évoluent. Renner est très surprenant et très convaincant dans son rôle de pisteur très lié à cette communauté, et Elizabeth Olsen est aussi très crédible en agent du FBI débutante. C'est sans artifice, on sent vraiment ce climat froid, c'est sec et c'est très isolé. Moi je me suis caillé le cul pendant toute la séance, c'est te dire si je suis rentré dans le film. Bref, c'est l'excellente surprise pour moi de cette année, de ce très bon petit polar. Et donc en deuxième, Coco, je vais pas en faire des tartines dessus puisqu'on a sorti une vidéo très récemment dessus, donc je vous invite à la voir. Et puis Thomas, toi tu en as parlé juste un peu avant. Voilà, c'est très beau, c'est très bien foutu, l'histoire fait pleurer, on ressort de là avec voilà, des larmes qui nous coulent jusque sur les pieds. Voilà, c'est un excellent Pixar puisqu'ils étaient un petit peu décevants sur leur dernier long métrage. C'est le divertissement familial de cette fin d'année. Bon, voilà, ça mérite amplement la 5ème place de mon classement. Des larmes qui te coulent jusque sur les pieds? Jusque sur les pieds, carrément. Pourquoi pas? Comme une madeleine, j'ai pleuré. Et à la 5ème place de mon classement, un autre film qui fait beaucoup pleurer, Les Mistral gagnants. Oh, le fameux, tu m'en as parlé toute l'année de ce truc-là. C'est vrai. Un excellent documentaire français réalisé par Anne-Dauphine Julien. On suit le quotidien de 4 enfants gravement malades à qui on donne la parole, sans commentaire, sans artifice et surtout sans pathos absolument lourdingue. Alors, entendons-nous bien, c'est évidemment très triste et moi j'ai pleuré comme une madeleine, mes larmes ont coulé jusqu'à mes pieds. Ah Thibaut. Tu vois, toi aussi. Pendant vraiment toute la séance et je suis encore très ému rien qu'en vous parlant de ce film aujourd'hui, mais cette émotion qu'on ressent, elle n'est absolument pas artificielle, elle n'est absolument pas mise en scène. Moi j'ai vraiment été transpercé en plein cœur par l'incroyable courage et l'incroyable sagesse qui émane de ces gamins. C'est absolument magnifique et très touchant. Voilà, écoute, tu me donnes envie de le voir en tout cas. À la 4ème position de mon classement, mon cher Thomas, on attaque les choses sérieuses et j'ai décidé de mettre Good Time de Ben et Joshua Savdi. Et alors là, je tiens à faire un énorme mea culpa, mon mea culpa de l'année 2017, car oui, Robert Pattinson est un grand acteur, mesdames, messieurs. Robert Pattinson est un bon acteur? Bah oui, je suis désolé, Robert Pattinson est un putain de bon acteur.
Bah oui, après Cosmopolis et The Lost City of Z, le mec tourne avec les plus grands et c'est amplement mérité. Il était tellement fade et mal dirigé dans la saga Twilight qu'aucun cinéphile digne de ce nom n'aurait parié un euro sur lui. Et moi le premier, je l'avoue, je fais mon mea culpa donc je l'avoue. Mais là, les frères Safdie ont su le faire sortir de sa zone de confort. Et ça nous donne un film sec et sans concession, encore une fois ultra sincère, dans un New York qu'on nous montre rarement au cinéma. Le New York qui ne fait pas rêver, le New York cracra. C'est du cinéma guérilla et on sort de là avec l'envie de prendre sa caméra et de shooter avec ses tripes. C'est l'une de mes grosses claques de cette année 2017. On ressort de là vraiment secoué. Alors un grand merci les frères Safdie pour ce bon moment de cinéma tout simplement, car oui, c'est du cinéma. Et à la 4e place de mon classement, on retrouve Okja de Bong Joon-ho. Voilà. Ah bah écoute, c'est un excellent choix parce que je l'ai mis dans mon classement. Bah je sais bien. C'est que tu as bon goût mon cher. Mais je sais. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais je trouve vraiment que Netflix a eu le nez creux en produisant ce film-là. C'est un excellent film qui parle de thèmes qui me sont chers, hein, que ce soit l'écologie ou la cause animale. Ça me parle vraiment moi en tant que citoyen. Et finalement, c'est avec des films comme ça, je trouve que les choses avancent vraiment dans ces domaines, plutôt qu'avec des grands discours d'intention politique. Et pour une fois, en plus, c'est abordé dans une fiction, pas dans un documentaire, et je trouve ça d'autant plus efficace. J'aime bien cet esprit conte avec une belle morale, et c'est un film en plus plutôt familial. Ça s'adresse donc aussi aux enfants, c'est plutôt une bonne chose. En plus, c'est bien fait, c'est bien raconté. Bref, si ce soir vous avez 2 heures devant vous, c'est visionnable facilement sur Netflix, allez-y, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Voilà. Et donc là, mon cher Thomas, on rentre bien évidemment dans le très sérieux, puisqu'on attaque le trio de tête de nos classements. Et j'ai décidé de mettre à la 3e place Que Dios no perdone de Rodrigo Sorogoyen. Avec l'accent, comme tu dis. C'est un film espagnol qui m'a été conseillé et sur lequel j'aurais pu complètement passer à côté, et à tort. Hein. On a affaire à un thriller plutôt classique dans sa mise en scène, mais qui se démarque par le traitement de ses personnages. Alors on part sur l'archétype des 2 flics qui font équipe sans vraiment trop s'apprécier, mais très vite on va voir des personnalités très marquées et qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma de surcroît. L'enquête suit les victimes d'un serial killer violeur de personnes âgées. Alors rien que ça, c'est déjà plutôt quelque chose d'inédit. Mais on va limite plus s'intéresser aux évolutions des 2 flics qu'à la résolution de l'enquête en elle-même. C'est un thriller complètement atypique et qui est pas loin des maîtres étalons du genre comme Seven par exemple. Et c'est pour moi sans aucun doute le thriller de l'année à voir absolument de toute urgence. À la 3e place de mon podium personnel, on retrouve Moonlight, le drame oscarisé réalisé par Barry Jenkins. Et moi je trouve qu'il a été oscarisé plus qu'à raison, parce qu'en ce début d'année, il est sorti en février je crois, j'ai été vraiment marqué par l'ambiance incroyable de ce film et les émotions vraiment très cruelles qu'il véhicule. On suit vraiment avec beaucoup d'émotions l'histoire de ce jeune Chiron, hein, ce jeune afro-américain qui doit grandir avec son homosexualité dans un des pires quartiers de Miami. On le voit évoluer à trois étapes de sa vie. Et Jenkins, comme il vient lui aussi de ce ghetto, il réussit à nous en parler en sortant complètement des clichés du genre. Tous ces personnages sont tous en nuances. Il a une vision qui évite toutes sortes de manichéisme. Et je crois qu'au final, c'est ça que j'ai trouvé vraiment très beau et très juste dans le film. Et pour un seulement second film, c'est vraiment une claque magistrale que j'ai prise dans la gueule. Et j'attends avec impatience son prochain métrage. Voilà. Et donc à la 2e place de mon classement, et là j'espère que ça va te faire plaisir mon cher Thomas, j'ai décidé de mettre Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est très bien, une bonne 2e place pour Blade Runner, c'est parfait. Autant vous dire que je partais très loin avec Blade Runner, puisque je suis absolument pas fan du premier, donc j'avais 0 attente pour cette suite-là. Et bah là, voilà, oui j'avoue, ça m'a scotché, je me suis pris une de mes plus grosses claques de l'année. Voilà, esthétiquement, c'est le plus beau film de l'année. De toute façon, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Comme on dit, il faudrait être aveugle pour nous dire le contraire. La lumière est absolument magnifique et Villeneuve n'a plus rien à prouver dans sa mise en scène. C'est un vrai film d'ambiance, ça je le conçois totalement. Soit on rentre dedans, soit on est laissé sur le bord de la route. Pour ma part, l'an dernier, Premier Contact rentrait dans la 2e catégorie, mais cette année, Villeneuve m'a littéralement scotché. Alors les détracteurs qui trouvent que Ryan Gosling est inexpressif, et ça va apporter de l'eau à leur moulin, puisque dans ce film-là, il est tout sauf expressif, mais excusez-moi, je trouve qu'il porte le film sur toutes ses épaules, et ça c'est pas rien, il se démerde très bien. Bref, c'est pour moi le blockbuster de l'année, sans tous les écueils des blockbusters américains lambda, et rien que pour ça, j'ai envie de dire un énorme bravo à monsieur Denis Villeneuve, donc bravo et merci pour ce Blade Runner 2049. Et à la 2e place de mon classement, un film qui va faire plaisir à Thibaut,
Baby Driver. Oh de la Edgar cata, Baby Wright. Driver numéro 2, Mais ouais, mais j'adore Edgar Scandale. Wright, j'adore tous ses films, j'adore la trilogie Cornetto, j'adore le fait qu'il soit pote avec Quentin Tarantino. Oh putain, rien que ça justifie une place de Mais numéro 2. bien c'est sûr, évidemment, mais ce film-là, de toute façon, m'a ultra enthousiasmé. C'est un film concept, je te l'accorde, un film un peu partition musicale où tout le montage est complètement calé sur la musique qu'écoute le personnage principal dans ses écouteurs. Moi, je trouve ça tout simplement génial, c'est hyper bien fait, c'est extrêmement efficace et je suis rentré dedans à fond. En plus, à l'image des Coréens, Edgar Wright s'est amusé à mélanger plusieurs films. Là-dedans, t'as du film de gangster, t'as du film de bagnole, t'as du film musical. C'est un vrai melting pot, pardon, et surtout, c'est un film expérience incroyablement cool, tout simplement. Ouais, c'est tellement cool, Baby Mais bien sûr, Driver. c'est cool, ferme ta gueule. Et avant de vous livrer nos numéros 1 respectifs, on va vous parler de quelques mentions honorables, des films qui auraient pu se retrouver dans nos classements, mais qui ont quelques lacunes, quelques petits défauts qui les ont empêchés de s'y retrouver. Moi, je vais vous parler de 2 films. D'abord, très rapidement, de La planète des singes, Supremacy, qui je trouve conclut superbement cette trilogie, cette préquelle à La planète des singes. Moi, c'est surtout techniquement que le film m'a bluffé. Voilà, les singes, ils sont vivants devant nous. Je trouve vraiment qu'on a atteint un palier maintenant dans les effets de synthèse qui sont tout simplement parfaits, quoi. Je suis vois pas ce plutôt qu'on pourrait d'accord, ouais. faire de mieux au-delà de ça. Après, le film n'est pas exempt de défauts, c'est peut-être Ça un peu pêche trop, un peu au niveau de l'histoire, moi voilà. je trouve. Voilà. L'histoire est un petit peu trop resserrée sur les événements, les micro-événements, là on aimerait en savoir plus sur l'univers de manière générale, mais bref, ça reste un excellent divertissement. Et un deuxième film dont je vais vous parler également très rapidement, c'est L'Ascension. Ce film sorti en début d'année avec Ahmed Silla. Ce comique pourtant j'apprécie que très moyennement, mais c'est un film de montagne et je kiffe les films de montagne. Le mec aime les films de montagne. Bah ouais, toi t'aimes les films de piscine, moi j'ai les films de montagne. Quel duo atypique nous formons, Bah mon cher ouais, Thomas. bah ça, même ça, je sais pas, c'est le côté aventure humaine, Ouais. exploration. Moi je trouve ça voilà, assez. Je voyage dans ce genre de film. Après voilà, ce film n'est pas parfait, c'est une comédie sympathique sans plus. Mais voilà, c'est bien foutu et ça change d'avoir un film français qui réussit à parler de ça sans se péter la gueule, et rien que pour ça, je voulais vous en parler un petit peu. Bah également de mon côté, 2 films aussi qui auraient pu rentrer dans mon classement, mais qui n'y sont pas pour des raisons strictement personnelles, vu que c'est complètement subjectif ces classements-là. Beautiful Day, un film qu'on a chroniqué il y a très récemment, qui s'est malheureusement un peu pété la gueule au box-office. J'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que ça a été un peu mal marketé. Je sais pas trop. Peut-être que l'affiche n'est pas assez vendeuse. Enfin voilà, j'ai trouvé que l'histoire était intéressante, le traitement tout autant, et puis la putain de performance de Joaquin Phoenix qui est excellentissime dans le rôle. C'est vraiment dommage que ce film-là n'ait pas eu plus d'écho en France. Bon, dommage. Et donc, le second film qui aurait pu faire partie de mon classement, c'est A Ghost Story, qui est sorti très très récemment. Et je sais pas trop quoi en penser de ce film-là. Je sais pas si j'ai aimé, je sais pas si j'ai détesté. En tout cas, la seule chose dont je suis sûr, c'est que ça m'a vraiment provoqué des choses. Alors peut-être que de ce point de vue-là, il est entièrement réussi. C'est très très beau, les cadrages sont magnifiques, la lumière elle est tout autant, mais c'est une vraie expérience visuelle et même auditive. Je pense que c'est pas à mettre devant toutes les paires d'yeux, parce que je pense que pas mal de personnes vont peut-être s'endormir devant ce film malheureusement. Mais en tout cas, si l'expérience vous tente, n'hésitez pas à aller le voir au cinéma, je pense qu'il est encore disponible quelques semaines, donc n'hésitez pas. Et puis dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et ça y est, nous atteignons enfin la première place, la tête du classement. Quel film a fait notre année 2017? Roulement de tambour, mon cher Thomas. Pour ma part, ce sera La La Land de Damien Chazelle. Et oui, je sais que tu adores ce film et tu comprends donc l'amour que j'ai pour lui. Voilà, c'est un film qui a fait couler énormément d'encre en ce début d'année et je trouve à raison, mais comment pas le mettre en première place? C'était déjà marqué sur l'affiche, c'est le meilleur film de l'année, je pouvais pas faire autrement. Qu'est-ce que tu veux? C'est le meilleur film de l'année. C'est le meilleur film de l'année. Non, enfin, plus sérieusement, Thomas, tu connais ma passion pour les comédies musicales et de ce côté-là, je n'ai absolument pas été déçu. L'intro est magnifique, les chansons et les mélodies rentrent instantanément dans la tête. C'est beau, c'est classe, c'est du vrai bon cinéma comme on aimerait en voir plus souvent. Alors je suis d'accord, les avis sont très tranchés, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'adore, voilà, que rajouter à tout ce qui a déjà été dit. Je commence mon classement par un film de musicien et je termine par un film musical réalisé par un ancien musicien. La boucle est donc bouclée. Chef-d'œuvre instantané pour ma part, oui je sais, chef-d'œuvre c'est un terme qui est énormément galvaudé à notre époque, même moi j'aime pas trop l'utiliser, mais je suis désolé, c'est le cas. Encore pour une fois pour moi, c'est mon film de l'année, La La Land de Damien Chazelle, et c'est amplement mérité.
Et la première place de mon classement revient à un film qui va énormément surprendre Thibaut et ceux qui nous connaissent un petit peu maintenant, puisque je l'attribue à Blade Runner 2049. Oh putain, un Denis Villeneuve numéro 1, j'aurais Mais oui. jamais cru quoi. Et oui, pour la deuxième année consécutive après Premier Contact, j'attribue la première place de mon podium personnel à un film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve. Le premier opus faisait partie et fait toujours partie de mes films cultes. Donc autant vous dire que quand j'ai entendu parler de ce projet avec un scénario original, j'étais plutôt inquiet, mais en même temps très rassuré par l'idée que c'était Denis Villeneuve qui allait signer la réalisation. Et j'étais vraiment hypé par les bandes annonces l'une et l'autre que j'ai regardé un nombre incroyable de fois. Et je dois reconnaître, après avoir vu le film, que tout est absolument réussi dans ce film, tout est parfait. Le scénario est passionnant, les thématiques sont fortes, le casting est au top, la réalisation est magnifique. Et bien sûr, je vous parle même pas des scènes instantanément cultes qui parsèment le film. Autant vous dire que j'attends maintenant avec une immense impatience la version de Dune de Denis Villeneuve, parce que bon, j'espère qu'il nous fera oublier la version un peu catastrophique de David Lynch, même si bon, on est d'accord, c'était pas complètement de sa faute. Mais bon, vous l'aurez compris, Blade Runner 2049, c'est tout simplement un des meilleurs films de l'année, mon meilleur film de l'année en tout cas. Voilà, c'est un excellent choix, je peux ne faire que plus soyer finalement. Et comme tu l'auras remarqué, mon cher Thomas, point de documentaire pour moi dans mon top 10 cette année, c'est vrai. Mais ça ne m'empêche pas de parler très très rapidement de 3 petits documentaires qui m'ont vraiment plu cette année, 3 docus français. Je vais commencer par Parfaite de Jérémy Battaglia, où l'on suit l'équipe canadienne de natation synchronisée. Tu sais que j'adore les films de piscine, donc voilà, j'étais comme un poisson dans l'eau là-dedans, si je peux me permettre ce jeu de mots un peu foireux. Voilà, c'est très beau, on apprend plein de choses sur ces nanas, sur ce sport méconnu, voire méprisé, donc un documentaire à voir absolument de toute urgence. Le numéro 2, c'est Visage Village de JR et d'Agnès Varda. JR, c'est ce photographe qui prend les gens en photo pour les imprimer en énorme et les afficher dans des favelas ou sur des murs dans la bande de Gaza. Et Agnès Varda, notre documentariste française par excellence. C'est très beau, c'est un bon feel-good documentariste, je sais pas comment on dit ça. Et voilà, ils vont se rendre visite à différents villages pour prendre des gens en photo, les imprimer et les coller sur leurs églises, leurs maisons. Voilà, c'est très beau, voilà, une musique de M par-dessus, c'est très très émouvant. Un petit docu très sympathique. Et le dernier, ça sera Le Vénérable W de Barbet Schroeder. C'est le documentaire qui conclut sa trilogie du mal qu'il a amorcé il y a un peu plus de 20 ans déjà. Et là, donc, on suit un moine bouddhiste qui appelle à la destruction totale des musulmans. Donc voilà, c'est un sujet très très gai, mais qui est hyper important à voir pour moi. Toutes les classes, pardon, pas en primaire, mais au collège, au lycée, devraient voir ce documentaire. C'est effrayant, c'est affolant. On s'aperçoit encore aujourd'hui que l'histoire ne fait que se répéter et qu'on n'apprend absolument pas de nos erreurs du passé. C'est un documentaire absolument indispensable à voir. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous sur Le Vénérable W de Barbet Schroeder. Et c'est parti pour les flops. Alors, qu'on se mette bien d'accord, on va pas vous parler de films qui sont objectivement très mauvais. Parce que voilà, on va pas tirer sur l'ambulance. Oui, on sait, Le Monde Secret des Emojis, c'est de la merde, donc on va pas le mettre dans les flops. À bras ouverts, c'est de la merde, donc on va pas le mettre dans les flops non plus, on n'est pas là pour ça. Puis après, de toute façon, ça reste tellement subjectif que pour vous, certains de nos flops sont peut-être vos tops, on n'en sait rien. Alors nous, on a plutôt décidé de vous parler des films sur lesquels on avait quelques attentes et qui nous ont malgré tout déçus. Ou des films qui sont même merdiques, il faut le dire. Tout simplement. Mais bon, on va commencer par Trainspotting 2. Je crois que on a tous les deux été très déçus par ce film de Danny Boyle. Dommage, ouais. Parce que bon, on est des enfants des années 80, donc ce film culte des années 90, le premier volet en tout cas, nous avait forcément marqué. Bah oui, ça nous a fait un peu notre adolescence. Bah, c'est ça, et du coup, cette suite est tellement en dessous de l'original que on ne pouvait que en être déçu. On n'en dit pas trop. Il y a une chronique qu'on a fait sur ce film-là. Allez la voir. Vous en saurez plus. Ok, alors moi, le second film qui m'a énormément déçu cette année, enfin, déçu, c'est pas le terme parce que j'en attendais absolument rien, c'est Wonder Woman. Je n'ai absolument pas compris la hype autour de ce film-là. Si ça suffit aux gens qu'une nana soit réalisatrice de blockbuster et qu'il y a un premier rôle féminin dans un film pour en faire un film féministe, tant mieux pour eux, mais je n'ai absolument pas vécu ça comme un film féministe. Pour moi, ça reste un énième blockbuster marvelien, hollywoodien, même si c'est DC. Enfin bon, tous ces trucs-là se mélangent dans ma tête. J'ai vraiment trouvé ça raté. Je suis désolé, Gal Gadot, elle est vraiment très jolie, mais elle joue comme un sac. Enfin, je suis vraiment désolé. Donc ce film n'est vraiment pas bon. Pour moi, c'est le nanar de l'année, sans aucune exception. Alors, le film suivant, s'il vous plaît, ne nous allumez pas dans les commentaires. Calmez-vous sur les pouces en bas. On sait qu'on va se faire détester, mais on n'a pas aimé ni l'un ni l'autre Dunkerque de Christopher Nolan. Mais t'es malade, Christopher Nolan, et c'est un intouchable sur internet. C'est un demi-dieu, on peut pas le critiquer, d'accord? Il fait que des chefs-d'œuvre. Il a fait des très bons films par le passé, d'excellents films. Mais Dunkerque, malheureusement, est loin d'être son meilleur, vraiment très loin. Alors d'accord, il y a d'énormes qualités, c'est très bien filmé, c'est très beau.
Mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est Pas rien, tout simplement. rien. Un film historique sans contexte historique, déjà, j'ai jamais vu ça. Ah ouais, alors je suis d'accord que c'est un film un peu, peut-être un peu concept, je sais pas, mais moi rien que l'idée, le plan de départ où les soldats marchent sur la plage et dans le fond, on voit les immeubles des années 60 et 80 pour un film qui est censé se passer dans les années 40. Je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce qu'on me montre, de quoi on me parle? Ouais, c'est vrai que ça a un peu tendance à sortir du film, et puis moi, le fait qu'on sache pas les prénoms des personnages, on n'a aucune attache particulière envers eux. Et alors le réalisateur s'est défendu en disant que oui, c'était des soldats parmi tant d'autres, donc il voulait pas en faire des modèles en particulier, machin. Je trouve que l'explication est complètement foireuse. Je suis désolé, moi je suis là pour voir un film, je m'en tape de savoir si tu veux retranscrire le truc fidèlement. Enfin, je sais pas. Un film, on est censé ressentir de l'empathie pour les personnages, c'était pas le cas là. Et c'est pas ces effets de manche avec ces trois timelines, avec trois moments différents qui vont remplacer un scénario vide mais et ça, creux. c'est complètement artificiel. D'habitude, Ouais. il aime bien faire ça, mélanger les timelines ou alors mélanger les époques, ce genre de choses, ça marche plutôt bien. Il sait très bien le faire, mais là, j'ai juste l'impression qu'il a mélangé les pages de son scénario. Moi, je trouvais qu'il sombrait dans l'auto-caricature nolaniesque, quoi. C'est dommage. Le bon gros pétard mouillé de l'année pour ma part. On est bien d'accord. Et le film suivant, c'est Le Pirate des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Je vais te laisser en parler parce que moi, je l'ai pas vu. Et bah, c'est tant mieux pour toi, finalement. Tu n'as pas loupé grand-chose, voilà. Ce Pirate des Caraïbes, c'est vraiment le Pirate des Caraïbes de trop pour moi. Enfin, je croyais que le Pirate des Caraïbes de trop, c'était le deuxième déjà. C'est possible. Enfin bon, voilà, le film est beaucoup trop long. Il y a des scènes d'action absolument interminables qui n'apportent rien du tout à l'histoire. Alors c'est très beau, d'accord, mais vu que ça coûte un pognon pas possible, heureusement que ça reste beau. Mais c'est surtout, moi j'en peux plus de voir Johnny Depp en Jack Sparrow. Arrête mec, surtout je n'en peux plus de voir Johnny Depp déguisé, grimé, tout ce que tu veux. Bon, je suis pas au bout de mes surprises, puisque l'année prochaine on le retrouve dans les Animaux Fantastiques 2, encore déguisé, mais arrête mec, reviens avec ta gueule normale. Enfin voilà, Pirates des Caraïbes, largement oubliable. C'est un mauvais blockbuster, comme Hollywood en produit malheureusement beaucoup. Et La Tour Sombre, alors on en pense quoi, La Tour Sombre? Eh ben La Tour Sombre, c'est pas terrible non plus, figure-toi. On l'a chroniqué dans une vidéo cette année, donc si vous avez envie de le voir, bah allez-y regarder cette vidéo. C'est pas très bon, c'est un film, aussitôt on l'a vu, aussitôt on l'a oublié. C'est dommage pour une adaptation de Stephen King, qui fait d'habitude des histoires plutôt intéressantes. Si vous voulez vraiment voir un film bien dans l'univers Stephen King, faut voir ça, je pense qu'on est d'accord. C'est bien meilleur. Voilà, McConaughey et Idris Elba sont complètement désintéressés dans le film, on a l'impression qu'ils sont absolument pas présents. Bref, un bon gros truc oubliable encore une fois. Et un autre film oubliable, et ça c'est vraiment dommage, c'est Kingsman 2, Le Cercle d'Or. On avait tous les deux vraiment kiffé le premier volet, il est sorti il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. C'était une vraie grosse surprise, une ambiance incroyable, voilà, c'était tellement foutraque ce film. C'était de la bonne connerie, on adorait ça quoi. Mais c'était génial et du coup moi j'avais de grosses attentes sur ce film là, mais finalement c'est exactement la suite qu'il ne fallait pas faire. Ça reprend les mêmes situations qu'on a vu dans le premier, les mêmes répliques, les mêmes gimmicks. Mais en plus gros. En plus gros, en plus lourdingue, et ça nous ressasse à l'infini les vannes du premier qu'on avait aimé. C'est lourdingue, c'est mal fait, franchement c'est inutile. Donc voilà, n'allez pas le voir et restez sur la bonne impression que vous avez eue sur le premier. Voilà. C'est très dommage. Voilà, après l'heure des bilans, il est temps de regarder un petit peu vers l'avenir, mon cher Thibaut. Et quel film on attend pour cette année 2018, t'as vu hein, ouais. Belle formule. Bah moi, le premier film que je vais vous donner pour mes attentes, ça va être tout simplement Les Indestructibles 2. Ah bah du Pixar. Et bah forcément, moi je suis un grand fan de ce studio-là. Et Les Indestructibles, premier du nom, fait partie de mes films préférés. Donc, bah, voilà, à voir si c'est vraiment aussi intéressant que le premier, même 10-15 ans après. Ça risque de l'être. Après, je sais pas, on a été très déçus par les suites de Cars notamment. J'ai envie de leur laisser une chance parce que je crois en eux. Voilà. En tout cas, Pixar est toujours très bon dans le teasing, donc ça nous fait envie. Le peu qu'on a vu, nous fait envie. C'est clair. Donc voilà, on ira le voir dans tous les cas. Bah oui. Second film dans nos attentes de l'année prochaine et nouveau film de Damien Chazelle, je pouvais pas passer à côté, il est numéro 1 de mon classement. Voilà, c'est First Man, donc avec encore une fois Ryan Gosling. Je crois que ça parle de Neil Armstrong, il me semble, si je dis pas de conneries. Premier homme sur la Lune, d'où le titre. Voilà, premier homme sur la Lune. Je suis con. Voilà, on espère que ça va être bien. Moi, Chazelle m'a jamais déçu. Toi, voilà, je sais que t'es un peu moins... Dans Whiplash, j'avais adoré, c'est la norme un peu. Voilà. Oui, forcément. Bah écoute, si t'en aimes un sur deux, peut-être que t'aimeras First Man. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Le prochain film que j'attends également, c'est le futur Guillermo del Toro avec The Shape of Water. Qui a des énormes retours quand même. Donc, exactement, Guillermo del Toro, moi, c'est un réal que je surkiffe. Celui-là, ce film-là, je devrais forcément aimer. On verra bien ça, mais de toute façon, il sera chroniqué. Celui-là, je te laisse pas le choix, Thibaut. Non, mais de toute façon, je voulais le chroniquer, donc ça tombe très bien. Un petit Spielberg aussi, Thomas, pour l'année prochaine. Un petit Spielberg avec Ready Player One. J'avoue que je suis un peu sceptique par le fait que cet excellent roman que j'ai dévoré il y a quelques années déjà soit adapté par Spielberg, parce que même si j'adore ce réal et que c'est tout simplement un des meilleurs réals américains
de ces 30 dernières années. Ça fait quand même longtemps qu'il nous a pas Pas très constant, c'est Non, dommage. Ouais. non. Ça fait longtemps qu'il nous a pas pondu un très bon film, donc on verra, mais le peu qu'on a vu pour l'instant donne assez envie. Oui, bah je t'avoue que moi j'ai un peu peur de l'espèce d'effet Blooby-Boulga de toutes ces références geek années 80, années Dans 90. le bouquin, ça marche très bien. Dans le bouquin, ça marche bien. Faut voir ce que ça donne sur écran. En tout cas, la première affiche est ratée. Le mec a une jambe qui va s'y mettre. C'est juste bizarre à regarder. Enfin bon, voilà, Spielberg reste quand même un maître en termes de divertissement, même si, voilà, comme on l'a dit, il reste plutôt, on va dire, un petit peu fluctuant. Voilà. Un petit peu fluctuant, voilà. Est-ce que Thibaut, tu voudrais nous parler du prochain PDA? Eh ben, Paul Thomas Anderson, bien évidemment, ça fait partie d'un de mes réalisateurs préférés, tu le sais bien, donc comment passer à côté hein. Son prochain film pour l'année 2018, c'est Phantom Thread. Hein. J'espère que ça va être aussi bon que ses précédents, même si je dois avouer que je suis moins fan de ces derniers films, qui sont toujours magnifiques sur la forme, mais qui sont peut-être un peu mous, et ouais, je sais pas, je suis un peu moins fan que ces films du début, comme Boogie Nights ou Magnolia. Enfin bon, bref, quand même, un Paul Thomas Anderson, ça se laisse quand même bien voir au cinéma. Bah, bien sûr, on fera peut-être une petite chronique là-dessus aussi. Oui, hein, on verra. oui, bien évidemment. Moi, je voudrais vous parler du prochain Yong Chun-ho, je suis pas sûr de le prononcer comme il faut, mais c'est le réalisateur du Dernier Train pour Busan, qui était un de nos films préférés de 2016. Là, ça s'appelle Psychokinesis, et ça s'annonce très très lourd. Donc c'est le mec qui a tout simplement réinventé le film de zombies, qui était un genre un peu moribond, faut bien le dire, qui avait été au moins un peu éculé, voilà, et qui a renouvelé le truc. Donc voilà, on attend ça avec impatience. Voilà, il y a aussi L'île aux chiens de Wes Anderson, le second film d'animation de Wes Anderson après Fantastic Mr. Fox. Voilà, Wes Anderson, c'est vraiment un univers à part entier, c'est The Grand Budapest Hotel, c'est la famille Tannenbaum, voilà. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'adore et je pense ne pas être déçu avec ce nouveau film d'animation. Si je te dis cheminée. Ah bah oui, Mary Poppins, voilà. Je pense que ce film, il n'y a pas énormément de monde qui l'attend, même les plus fervents fans de Mary Poppins. Le retour de Mary Poppins qui est prévu pour la fin d'année 2018, donc on a le temps de voir un petit peu. Mais voilà, moi en tant que fan de comédie musicale et fan de Mary Poppins en particulier, j'ai quand même des attentes dessus, j'espère ne pas être déçu une nouvelle fois. Bon voilà, la meuf qui joue la nouvelle Mary Poppins est mignonne tout plein, donc voilà, j'espère que ça va être beau. Et pour conclure, on va vous redonner une attente qu'on avait déjà donnée l'année dernière, et on espère qu'il va réussir à sortir son film. C'est L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, qui est de nouveau annoncé pour l'année prochaine. C'est l'Arlésienne la plus totale, ce film-là. Alors pourtant on a brûlé des poupées vaudou, mais on a brûlé des cierges aussi, on a fait plein de trucs, rien ne marche. Rien ne marche, le film ne sort pas, mais le jour où on va aller le voir au ciné, je pense qu'on va tout simplement le chroniquer aussi. Le chroniquer, bien sûr, évidemment. On espère ne pas avoir vous le redonner dans nos attentes de la fin 2018. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour nos attentes de l'année. C'était les Squatteurs de Ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo Top Flop 2017, en espérant que vous ne l'ayez pas trouvée trop longue, mais surtout intéressante en tout cas. Ouais, et puis n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vos classements, vos meilleurs films de l'année ou vos pires films de l'année, les films que vous attendez, enfin bref, dites-nous tout ça, ça nous intéresse toujours. Ouais, nous on adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, nous on adore vraiment ça, et puis quand c'est des commentaires encourageants, on aime d'autant plus. C'est clair. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une vidéo assez courte sur, un peu on va faire le bilan de la chaîne, et puis surtout les éventuelles évolutions qu'on va avoir sur l'année 2018. Et puis on se retrouve aussi très vite pour vous parler d'un nouveau film, hein, parce qu'après tout, c'est ça qu'on aime et c'est pour ça que vous êtes là. Et d'ici là, n'oubliez pas, les films, c'est toujours mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao. Ciao. Bon, bah voilà. Bah écoute, ça vaut le coup de monnayer les vidéos. Regarde, cette année, on a pu se payer des futales. J'ai même une ceinture. Bah, écoute, ça brille. C'est vraiment la classe. C'est beau, c'est beau.